Good afternoon, Dr. Rainer Fulmich. You're a lawyer by training. Bonjour, Dr. Rainer Fulmich. Vous êtes avocat de formation. Votre nom est lié à une série d'actions que vous avez menées contre une manipulation autour de la Covid. Merci beaucoup de prendre le temps cet après-midi de parler aux auditeurs et lecteurs de France Soir. Nous allons parler de votre perception de la pandémie, des actions que vous avez menées, au nom de qui et pourquoi, et votre vision à propos du soutien international et de la coopération que vous semblez avoir réunie pour cette action. Donc peut-être une petite présentation de vous-même et de votre vision de la pandémie, cela pourrait être utile, car je pense que les Français ne vous connaissent probablement pas complètement, mais je pense que c'est très important de leur donner cette explication. Bien sûr, je m'appelle Rainer Fulmich, je suis avocat plaidant depuis 26 ans, à la fois ici en Allemagne et dans l'État de Californie aux USA. Je suis allé au lycée dans le Michigan et à la faculté de droit de UCLA à Los Angeles. J'ai une partie de ma famille qui vit dans le Michigan. L'essentiel du travail que j'ai fait est de représenter, pas seul, avec mes collègues de mon cabinet, nous avons représenté des consommateurs et des PME contre de grandes entreprises, en général frauduleuses, en particulier Deutsche Bank, Volkswagen et le plus grand transporteur du monde, Crane & Nagel. Quand tout cela a commencé, ma femme et moi étions aux États-Unis. Nous séjournions de début février à fin mai dans notre ranch en Californie du Nord. J'ai décidé, quand j'ai eu ces appels de mes amis et de ma famille à propos d'un confinement et que soudainement les gens se sont mis à parler de distanciation sociale et tout ça, j'ai décidé de rester là-bas et d'attendre que ce soit fini. Mais ma femme m'a convaincu de revenir. Car elle m'a dit, cela ne va probablement pas s'arrêter à l'Europe. Et elle avait raison. Car très peu de temps après avoir entendu ces histoires d'horreur d'Allemagne et d'Europe, tout cela a commencé aux USA aussi. À part qu'il y a une différence majeure, les exigences de port de masque, etc., étaient toutes similaires, mais la différence majeure, c'est que la plupart des gens autour de chez nous s'en fichaient, ne portant pas de masque, ne se préoccupaient pas de la distanciation sociale, ils savent qu'on se moque d'eux. C'est une autre histoire quand vous allez faire du shopping dans les villes plus grandes. Là, vous devez porter un masque, mais il y a encore une différence, car contrairement à ici en Allemagne, où les gens ont tendance à vous attaquer avec agressivité quand vous ne portez pas de masque. Là-bas, aux USA, les gens vous laissent tranquille, la plupart du temps. Donc finalement, nous avons décidé de revenir. Je ne savais pas comment réagir à cette situation. Je me suis souvenu, cela dit, qu'il y avait une situation similaire des années plus tôt, mais je n'arrivais pas à m'en souvenir en détail. Et c'est pour cela que j'ai appelé mon ami Wolfgang Vodar, qui est un docteur en médecine. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il m'a expliqué que je me souvenais bien. C'était la pandémie de grippe H1N1, dite porcine, qui a eu lieu il y a 12 ans. Il a dit que cela ressemblait beaucoup à la grippe H1N1 à nouveau. Car ce sont les mêmes personnes qui jouent les mêmes rôles, faire paniquer les gens. Le même professeur Drosten de l'université Charité à Berlin, le même Niall Ferguson de l'Imperial College à Londres, les mêmes personnes. Et il m'a dit, regarde de plus près ce que certains autres experts ont dit, car nous savions très rapidement que la seule personne à laquelle se liait le gouvernement allemand était cet infâme, désormais infâme professeur Drosten. Alors, il a attiré mon attention sur le professeur Dan Ioannidis et le professeur Michael Levitt, prix Nobel de chimie, tous deux de l'université de Stanford, et un certain nombre de scientifiques allemands qui ont une vision totalement différente de la situation. J'ai examiné cela et je me suis dit, il y a trop de questions ouvertes et je ne m'attends pas à ce que le gouvernement allemand y réponde, car j'ai eu très vite l'impression que ce gouvernement était sous influence de n'importe qui. Puis je suis rentré en contact avec Viviane Fischer. C'est une avocate à Berlin, et c'est une des rares avocats, je pense, qui sont 50 ou 100 en Allemagne,
qui travaille vraiment sur ces affaires Covid. Peut-être 200, mais pas plus que cela. Elle a lancé une pétition demandant un état des lieux, car elle aussi voulait savoir ce qui se passait vraiment. Et donc nous nous sommes réunis et avons décidé de faire ce que le gouvernement ne ferait pas. Nous allons créer un comité d'enquête et nous l'avons appelé le comité d'enquête Corona de Berlin. Et 2 confrères de plus nous ont rejoints. Des confrères que j'ai connus quand je travaillais à Transparency International, qui est une ONG anti-corruption, et ces 2 avocats, le Dr Hoffman et Antonia Fischer, nous ont rejoints. Et depuis le 10 juillet, nous avons examiné 3 questions centrales de notre point de vue. 1. À quel point ce virus est-il dangereux? 2. Combien de dégâts produisent les mesures anti-corona? 3. Qu'en est-il des tests PCR? Très rapidement, et maintenant c'est clair, il s'avère que concernant ce virus, quel qu'il soit, il y a encore beaucoup de discussions sur s'il a été isolé de façon scientifiquement correcte, mais peu importe sa vraie nature. Il n'est pas plus dangereux que la grippe saisonnière, même l'OMS est d'accord avec cela. Écoutez John Ioannidis, l'OMS arrive à la conclusion que le taux de mortalité en cas d'infection, qu'on appelle le taux de létalité, est de 0,14%, à peu près celui de la grippe. Maintenant, question numéro 2. Combien de dégâts font toutes ces mesures? Cela a été facile d'y répondre. Il n'y a pas de réponse, car c'est assez clair que c'est comme la Troisième Guerre mondiale, et peut-être pire. Beaucoup de gens se suicident. Un hôpital très proche de chez nous en Californie, le centre médical John Muir, a rapporté en juin, je pense, autant de suicides qu'en dans une année entière habituelle. Et je pense que c'est représentatif de ce qui se passe dans le monde entier. De nombreuses personnes n'ont pas eu les soins médicaux qu'ils auraient dû recevoir normalement, car les opérations chirurgicales ont été reportées. Des soins de tout type ont été annulés, car les hôpitaux, du moins de nombreux lits d'hôpitaux, sont restés vides, car ils voulaient être prêts pour le déluge de victimes du Covid qui n'est jamais venu. Je sais cela car j'ai parlé à un bon nombre de personnes qui travaillaient dans les hôpitaux. Ma sœur est infirmière dans un grand hôpital de ma ville natale de Brême. Donc des dommages terribles à la fois économiques et d'un point de vue santé. Donc la dernière question était, qu'en est-il des tests PCR? Et quand nous avons examiné cela, il s'est avéré qu'il y avait un acteur majeur, que l'on appelle désormais le papier de Drosten, article qui a été publié le 23 janvier, et cet acteur majeur, c'est le professeur Drosten, qui n'est finalement ni professeur, ni docteur, car sa thèse, qui a fini par être trouvée par les gens qui la cherchaient depuis des mois et des mois, s'avère être une pièce probablement produite en juin de cette année, et non en 2003 ou 2002 comme il le prétend. Donc cela nous a vraiment interpellés, car si quelqu'un ment sur son parcours académique, alors la question d'après est, dit-il la vérité dans son infâme papier de Drosten? Dans ce papier, il prétend qu'il a inventé un nouveau test PCR capable de détecter les infections. Dans un autre papier qui a été publié un peu plus tard, il prétend qu'il y a des infections asymptomatiques. Il faut lire ces 2 documents ensemble, car qu'est-ce que cela signifie? S'il y a vraiment des infections asymptomatiques, cela veut dire que des gens dehors qui n'ont aucune infection sont dangereux, car potentiellement contagieux. Si cela n'est pas vrai, en revanche, nous n'avons pas à nous inquiéter. De cela, jusqu'alors, quelqu'un qui n'avait pas de symptômes était réputé non contagieux et était une personne en bonne santé. Je veux dire, il va voir un docteur quand il n'a aucun symptôme.
Mais soudainement, cette affirmation toute nouvelle prétendait qu'il y avait des infections asymptomatiques. Et c'est très important de le savoir, car s'il y a des infections asymptomatiques, alors cela ferait sens d'avoir peur de tout le monde. Si ce n'est pas vrai, alors tout cela s'effondre comme un château de cartes. L'autre chose est quid des tests PCR. Il s'avère que même si un test PCR, c'est génial pour amplifier les choses que l'on ne peut voir à l'œil nu, cela ne permet pas de nous dire quoi que ce soit sur les infections. L'inventeur du test PCR, Karim Ulysse, l'a dit encore et encore. J'ai écouté toutes ces vidéos, un gars génial, spirituel et intelligent, plein d'humour. C'est le docteur du Colorado, n'est-ce pas? Oui, je pense qu'il est du Colorado, c'est possible. En tout cas, c'est un Américain. Malheureusement, il est décédé l'année dernière, en août, dans des circonstances étranges selon certains. J'ai échangé avec l'Université du Colorado sur ce sujet. Je sais qu'il a travaillé en Californie pendant un temps. Je savais qu'il était du Colorado, mais c'est tout à fait possible. Un gars génial. Donc nous avons écouté pendant ce temps-là, je pense, plus d'une centaine d'experts du monde entier, des scientifiques, des médecins, des économistes, des avocats. En ce qui concerne les scientifiques, les immunologistes et les biologistes, ils nous ont tous dit qu'il n'y a pas moyen qu'un test PCR révèle quoi que ce soit sur les infections. Car le premier problème majeur est qu'il n'a pas été conçu et il n'est pas reconnu pour faire du diagnostic. Le problème est que même s'il peut détecter la plus petite particule, il ne peut pas distinguer entre la matière morte ou vivante, le virion intègre. Je ne m'exprime probablement pas de façon correcte d'un point de vue scientifique. Néanmoins, s'il détecte un fragment de virus, alors il ne sait pas si celui-ci provient d'une ancienne lutte de votre système immunitaire contre un rhume ou la grippe d'il y a 3 ou 4 mois, ou bien s'il est tout neuf. Et même s'il était tout nouveau, on ne saurait pas s'il est infectieux. Car infectieux, cela implique que vous pouvez contaminer les autres. Cela veut dire que quel que soit le virus trouvé, il a besoin d'aller dans la cellule se répliquer. Donc c'est le problème majeur. Cette chose ne peut pas vous dire quoi que ce soit sur l'infectiosité. Et encore moins quand la machine qui analyse les écouvillons est programmée pour plus de 25 cycles. Il me semble qu'on appelle cela les seuils de cycle, le cycle threshold, car cela, la multiplication des brins d'ADN correspondant au virus, pendant la PCR, à chaque cycle, fait 2, 4, 8, 16. Les puissances de 2, oui, la plupart des gens sont d'accord pour dire que tout ce qui dépasse 30 cycles n'est absolument pas scientifique. Au-delà de 30 cycles, on obtient des tests positifs sur n'importe quoi. Maintenant, ces tests, le test de Drosten a été mis à 45 cycles. Pareil aux USA, et le problème, c'est que son test a été promu et recommandé par ses copains à l'OMS comme la référence, le gold standard de la détection d'infection. En résumé, il n'y a pas d'infection asymptomatique. Une étude récente à Wuhan, parue il y a 2 semaines, confirme cela. Et même s'il y en avait, même Fauci est d'accord pour dire qu'elle ne joue aucun rôle au niveau de l'épidémie au global. Et en plus, les tests PCR ne peuvent pas informer sur les infections. Donc, qu'avons-nous là? Nous avons 2 mensonges flagrants. Ce sont des fausses déclarations. Et nous savons que cet homme les a faites en connaissance de cause. Il est supposément expert des tests PCR. Nous savons qu'il a menti volontairement, car il a une interview de lui il y a 6 ans. Je pense que c'était durant l'épidémie de MERS-CoV, le coronavirus des syndromes respiratoires du Moyen-Orient, qui est aussi un coronavirus, un peu différent, mais quand même. Il avait dit que les tests étaient tellement sensibles qu'ils étaient positifs à n'importe quoi, et que dans de nombreux cas, ils testaient positifs des gens sains. Donc il savait ce qui se passait. Et même à l'époque, il savait aussi que les médias mainstream jouaient un rôle important. Car lors de cette interview, il a dit qu'il fallait prendre en considération le fait que les médias mainstream causaient beaucoup de bruit et de tumulte
Et ce qui arrive maintenant, tout d'un coup, le voilà en train de déclarer que les tests PCR peuvent confirmer des infections et qu'il y a des infections asymptomatiques. Ces deux affirmations sont fausses. Donc la question d'après est: qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il réellement s'il n'y a pas d'infection asymptomatique? Nous arrivons à la conclusion, c'est notre conclusion actuelle, qu'il y a un autre agenda qui est poussé, qui n'a rien à voir avec la santé et tout à voir avec le contrôle, le pouvoir et l'argent. L'argent, bien sûr, pour l'industrie pharmaceutique et l'industrie de la haute technologie. Bien, merci beaucoup pour ce résumé qui est assez complet. Et donc, quand vous arrivez à ces conclusions, qu'il y avait d'autres motivations, quelles actions avez-vous menées? Et au nom de qui? Le comité Corona, c'est 4 avocats, plus un certain nombre de conseillers. L'un d'entre eux est un professeur de droit, un bon ami à moi, le professeur Martin Schwab. Il y a aussi l'immunologiste et biologiste, le professeur Kramerer de l'université de Würzburg. Bien sûr, plus nous faisions de réunions, plus il devenait clair que quelqu'un mentait. Là, et plus les gens nous demandaient ce que nous allions faire avec nos découvertes. Allions-nous les publier dans un livre? Et c'est tout. Ou allions-nous intenter quelque chose? Et là, un groupe d'avocats spécialisés en responsabilité délictuelle m'a contacté. Ici, en Allemagne, ils essaient de défendre les propriétaires de restaurants et d'hôtels. Et ils ont dit: pouvez-vous nous aider? Peut-on avoir vos preuves? J'ai dit: aucun problème. Je vais vous mettre en relation avec tous les experts. Ils pourront vous écrire des avis d'experts et ils témoignent dans vos affaires. À présent, dans le comité Corona, car nous avons travaillé chez Transparency International, c'est qu'il est très, très difficile, dans une cour de justice allemande, de trouver des juges vraiment indépendants lors de procès pour les consommateurs sans pouvoir ou des PME contre des grandes entreprises, car ici en Allemagne, ils ont fait tellement de lobbying auprès des politiciens que ceux-ci sont pratiquement sous le contrôle des grandes corporations comme Volkswagen ou Deutsche Bank. C'est ce que nous pourrions appeler une prise de contrôle de la justice, où les institutions sont détournées pour d'autres objectifs que leur raison d'être initiale. Oui, c'est comme cela que je désignerai cela. Bien sûr, il y a des exceptions à cette règle. Nous avons entendu un juge, bien connu ici dans le pays, et il a témoigné devant nous. Et a dit que nous avions raison, que dans ces cas, c'est très difficile de trouver un juge qui soit suffisamment indépendant. Par exemple, si j'intente un procès ici à Volkswagen, dans le land de Basse-Saxe, où se trouve le siège de Volkswagen, le juge devra en fait décider où se trouve le siège de Volkswagen, contre son propre employeur, car le land de Basse-Saxe est le propriétaire de 20% des actions Volkswagen. Pareil si je poursuis Deutsche Bank à Francfort. Le juge aura toujours ça en tête. Je ne comprends pas comment une entreprise frauduleuse peut être systémique. Mais c'est ce qu'ils ont à l'esprit. Et les politiciens font l'objet de lobbying intensif par ces firmes. Elles exercent leur influence sur les juges via les présidents de cour qui sont un mélange entre un juge et une partie de l'administration. Et ces présidents de cour rédigent des évaluations des juges
qui sont en théorie indépendants, mais pas vraiment. Car si votre évaluation personnelle dit que vous n'êtes pas bien aligné avec les intérêts de votre pays et que vous ne vous préoccupez pas trop de l'emploi et seulement de la justice, alors vous avez un problème. Et ainsi, de nombreux juges ne sont pas indépendants. Ils sont indépendants uniquement seulement s'ils ont un fort caractère. Et donc, cela explique le système. Donc, avez-vous donné ces preuves à ce collectif ou sont-ils devenus vos clients? Oui, je les ai donnés à ce collectif. Mais j'ai fait quelque chose en plus. J'ai décidé que nous allions nous aussi déposer plainte car nous avions eu toutes les preuves en direct. Et j'ai pensé que nous serions probablement plus rapides, car nous n'avons aucun apprentissage à faire au préalable. J'ai aussi fait une autre chose qui me semblait très importante. J'ai contacté mes collègues aux États-Unis et en particulier en Californie. Et aussi avec les Canadiens, car le système, le droit anglo-américain a un très gros avantage, ce que nous appelons les class actions, les actions collectives en justice. Et j'ai appris ainsi que les Australiens avaient la même chose. Donc nous travaillons avec eux également. Une class action, c'est quelque chose qui n'existe pas ici en Europe. Même si cela a été inventé il y a quelques siècles par les Britanniques, ils ne l'ont plus. Une class action ou action collective, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser quand vous avez un grand nombre de personnes qui ont souffert d'un préjudice causé par une seule action nuisible. Dans cette affaire, ce sont les confinements induits par le test PCR de Drosten. Et cela va devenir un problème pour M. Drosten et les gens qui coopèrent avec lui, à l'OMS et d'autres qui sont derrière cela, car ils ont vendu ces tests PCR Drosten à travers le monde. Il a été le premier, ou son partenaire commercial, une entreprise berlinoise qui s'appelle Tib Molbiol. C'était les premiers à entrer sur ce marché, ce qui est un énorme avantage. D'après ce que nous savons, ils en ont vendu aux USA, au Canada, en Australie et dans plein d'autres pays. Et même s'ils n'en avaient pas vendu autant, tous les autres, je pense qu'il y a désormais 300 ou 500 producteurs de tests PCR aujourd'hui. Ils ont tous suivi son modèle issu de son article, qui n'a jamais été rétracté. Comme vous le savez probablement, son article est attaqué par un groupe de scientifiques internationaux très réputés, et ils ont publié une lettre demandant le retrait du papier de Drosten, car les erreurs scientifiques que le groupe autour de Drosten ont commises dans ce protocole de Drosten, publié le 23 janvier, sont tellement sérieuses que plusieurs des experts impliqués dans cette lettre m'ont dit que l'on dirait que les erreurs ont été faites volontairement pour faire flamber le nombre de cas détectés, qui ne sont en fait que de faux positifs. Et donc l'action que vous avez lancée personnellement est contre les tests RT-PCR? Oui, à travers la première plainte que nous avons déposée, nous représentons notre ami le Dr Wolfgang Wodark, qui a été accusé par un groupe de ce qu'on appelle des fact-checkers, des vérificateurs d'infos, qui ne sont rien d'autre que des gens achetés et payés pour diffamer via YouTube, Twitter et Facebook, ceux qui expriment une opinion qui diverge de celle du gouvernement, en particulier quand il s'agit du Covid et des tests PCR. Donc ces gens l'ont traité de menteur, car il a expliqué que les tests PCR ne pouvaient rien nous dire sur l'infectiosité. Maintenant, s'ils le traitent de menteur, ils doivent prouver qu'ils ment. Donc nous les poursuivons pour diffamation. Et nous expliquons dans notre plainte ce que je vous ai dit, mais en version bien plus longue, que les tests PCR ne peuvent en aucun cas déterminer si quelqu'un a une infection ou non. Et vous poursuivez en Allemagne?
That's in German court. Oui, c'est exact. Cette première plainte a été déposée en Allemagne au nom du docteur Wogard. Et nous envoyons, je pense aujourd'hui, une lettre à Drosten lui-même en lui expliquant qu'il devait retirer ses idées et qu'il est à ce stade responsable et passible de poursuites civiles pour les dommages causés. Nous représentons une personne à Berlin qui tient un bar karaoké. Il a été fermé depuis mars. Il n'a rien gagné depuis. Et la seule aide qu'on lui ait donnée, c'est 35 000 €. Mais le loyer seul est proche de 50 000 €. Et il a dû en plus se séparer de tous ses employés. So he has a Donc, net il a loss. eu une perte nette. And Oui, absolument, une perte nette. showing on Et vous attaquez sur cette base? Exactement. Oui, mais la chose la plus importante est bien sûr de lancer ces class actions à la fois aux USA, au Canada et si possible en Australie. Cela fonctionne comme ceci. Une personne qui a subi des dommages aux USA, au Canada ou en Australie à cause des confinements induits par les tests PCR de Drosten peut déposer une plainte contre Drosten, contre l'OMS ou n'importe qui d'autre qui dans ces pays prétend que les tests PCR qu'il vend renseignent sur des infections. S'ils expliquent aux juges, renseignant sur les infections, qu'ils ne sont pas seuls à souffrir de ce mal, mais qu'il y a des milliers d'autres personnes qui souffrent d'un préjudice similaire, ils peuvent demander à la Cour de transformer ce procès en class action. Cela veut dire que si le juge estime que cela fait sens que cela soit plaidé en class action, alors quiconque a souffert du même genre de préjudice peut se joindre à cette classe. Ce que le juge va faire à ce moment-là, c'est qu'il publiera cela. Et si c'est international, il publiera cela dans le monde entier, dans les médias mainstream, pour que chacun qui a subi des dommages à cause de cette même action illégale puisse rejoindre la classe, l'action collective. Ils ne sont pas obligés, mais ils peuvent. Ils peuvent aussi déposer leur propre plainte. Mais la puissance de la class action est qu'à la fin, vous aurez des milliers, je pense même des millions de plaignants, qui sont tous dans ce dossier ensemble. Mais seulement un dossier est instruit. Celui du plaignant représentatif, celui de quelqu'un qui a subi un préjudice typique. Si ce dossier est remporté, alors... Et donc le système allemand ne permet pas cela. Mais vous avez mentionné que vous étiez en contact avec des avocats français ou des Français avec de l'expérience en droit. Donc vous êtes susceptible de lancer une action collective en Europe aussi, ou d'utiliser une des alternatives légales en France ou en Allemagne? Oui, oui, nous coopérons avec nos confrères en Italie, en France, en Espagne, en Autriche, en Suisse, tous les pays où des avocats se sont rapprochés de nous. Et on leur donne tout ce dont ils ont besoin. S'ils ont besoin de ma plainte en anglais ou dans n'importe quelle langue, on l'injecte dans un logiciel de traduction. Et on leur donne, car les faits sont toujours les mêmes en ce qui concerne les tests PCR et les infections asymptomatiques. La loi peut être légèrement différente, mais les faits sont toujours les mêmes. Donc, inutile de réinventer la roue quand on a déjà les faits. Bien, et nous n'avons pas parlé des traitements. Avez-vous eu les groupes de patients ou de citoyens qui se plaignaient à propos des traitements précoces aux USA? Oui, il y a d'autres actions qui vont être déposées pour mauvaises pratiques, en particulier concernant New York et Bergame en Italie. Les images de ces villes ont été diffusées à travers le monde pour faire peur aux gens et pour leur dire « C'est ce qui va arriver si vous ne faites pas ce qu'on vous dit ». Pour cela, ils avaient besoin d'images pour faire paniquer les gens, les mettre en mode panique, afin qu'ils ne posent pas de questions, fassent ce qu'on leur demande.
Porter des masques, par exemple, prendre des distances sociales, par exemple, un confinement, par exemple. Nous savons maintenant, d'après les discussions avec des médecins de New York, des USA, et aussi des réseaux de médecins en Italie et ailleurs, que ces images étaient mises en scène. En Italie en particulier, nous avons parlé avec un ancien procureur anti-mafia, qui est maintenant un grand juge, et une unité spéciale de procureurs qui investigue cela. Et il s'avère que l'OMS avait en Italie une personne dans le système de santé italien qui s'assurait que les Italiens ne soient pas préparés pour une pandémie réelle ou mise en scène comme celle-ci. Donc ce qui s'est passé au début de cette année 2020 à Bergame, peu importe le virus, ça aurait pu être la grippe, tout aussi bien. Mais quand il est arrivé, plein de gens se sont rués à l'hôpital, car ils paniquaient à cause de ce qu'on leur disait. Vous allez tous mourir. Donc ils se sont rués à l'hôpital et ont été renvoyés vers les maisons de repos, car les hôpitaux devaient rester suffisamment vacants pour ceux qui souffraient de la Covid. Et dans ces maisons de repos, ils ont rencontré des gens plus âgés. Bien sûr, c'est la population la plus âgée d'Europe, des personnes plus âgées qui, dans de nombreux cas, avaient un système immunitaire qui ne fonctionnait déjà plus très bien. En plus de cela, ils venaient de subir une campagne de vaccination. J'ai oublié contre quoi, méningite, peu de temps avant, donc leur système immunitaire était encore plus affaibli. Et c'est ce qui a causé autant de morts. Il s'est passé exactement la même chose à New York. Plein de gens se sont rués dans les hôpitaux. Mais tous les hôpitaux n'étaient pas débordés, seulement certains. Et il y avait ce navire hôpital, le USNS Comfort, qui avait jeté l'ancre dans le port de New York. Il y avait à bord une capacité d'accueil de 1000 lits. Et je pense que ça n'a jamais été utilisé, pas plus de 20 ou 40 patients. Donc toute la ville de New York n'a pas été débordée. Mais beaucoup de gens se sont précipités dans les hôpitaux, alors qu'ils seraient restés chez eux dans d'autres circonstances. Ils se seraient dit, je ne me sens pas trop bien, c'est peut-être la grippe, je vais rester à la maison. Ils ont foncé à l'hôpital et ont été traités avec de l'hydroxychloroquine, qui est un bon traitement préventif. Mais quand vous souffrez de cela, ce n'est pas une si bonne idée. En plus, ils ont eu une dose bien plus élevée que pour traiter la malaria, qui est son indication habituelle. Car un docteur anglais qui avait conseillé ses confrères de traiter leurs patients Covid avec des doses beaucoup plus élevées a confondu deux médicaments dont les noms sont proches. Donc ce qui est arrivé à New York, c'est qu'il y a eu une hystérie de nombreuses personnes qui sont décédées, étaient noires ou hispaniques, ce qui veut dire que génétiquement, ils venaient de pays avec une forte prévalence de malaria. Ils ont souvent un défaut génétique appelé favisme. Ce n'est pas vraiment un défaut car c'est une protection contre la malaria. 25 à 30% de cette population souffre de favisme, déficit en enzyme G6PD, glucose 6-phosphate. Mais quand ils sont traités avec de l'hydroxychloroquine, à haute dose, cela endommage leurs cellules sanguines et ils manquent d'oxygène. Si en plus de cela vous leur donnez de l'oxygène, non pas avec un masque, mais avec un respirateur en les intubant, cela les tue. Et c'est ainsi que beaucoup de gens ont été tués. Et c'est ainsi que vous obtenez ces images horribles. Bien, ça fait beaucoup de procès. Et quand ces actions en justice passeront-elles devant les tribunaux? Nous attendons une date d'audience à Berlin. Je sais qu'une plainte va être déposée très prochainement, dans quelques jours, quelque part aux USA.
Et je sais que dans les prochaines semaines, une vraie plainte en class action sur la PCR sera déposée au Canada. J'aurais espéré agir plus tôt, mais cela nous a pris quelque temps pour comprendre ce qui se passait. Et on ne peut aller devant le juge sans avoir la vue globale. Maintenant que nous avons l'image complète de la situation, nous pensons, à notre avis, que cette pandémie a été mise en scène pour des objectifs complètement autres que la santé. Comme je l'ai dit, il s'agit d'argent, de pouvoir et de contrôle sur la population. Et donc, se faire indemniser devrait être la dernière étape. Ce à quoi nous travaillons maintenant, car nous devons agir suivant nos priorités. Nous sommes en train de déposer des plaintes au pénal et des plaintes administratives pour empêcher l'Agence européenne du médicament de valider les vaccins. Car ces vaccins sont extrêmement dangereux. Ce ne sont pas des vaccins, mais de l'ingénierie génétique. Et Rainer, nous avons entendu parler récemment Angela Merkel, la chancelière allemande, changer de ton par rapport au confinement et imposer des mesures supplémentaires aux Allemands. Comment les citoyens allemands perçoivent cela? Je pense qu'ils sont un peu mitigés. J'ai l'impression qu'elle va bien trop loin en ce moment. À la fois, ce confinement sévère qui débute mercredi et la possibilité d'une vaccination obligatoire, peut-être indirectement obligatoire, en empêchant les non-vaccinés de voyager ou de travailler. C'est quelque chose qui, même chez eux, qui ont été silencieux jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est 50% de la population, je pense qu'il y a 30% de la population qui sont parfaitement alignés avec le gouvernement et qui, s'ils le pouvaient, porteraient 3, 4 ou 5 masques les uns sur les autres. Mais il y a 20% qui pensent que quelque chose ne va pas du tout et qu'il faut arrêter cela très vite. Mais nous estimons qu'il y a 50% de gens silencieux. Mais ils commencent à poser de plus en plus de questions. Si j'en crois ma sœur et d'autres infirmières et médecins à qui je parle, au moins 90% des gens ne veulent pas la vaccination. Ils n'en veulent pas. Mais le gouvernement allemand n'a toujours pas donné d'autorisation temporaire d'utilisation pour des traitements comme l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine. Pouvez-vous, certains de vos clients, apporter plainte contre cela? Ou est-ce que quelque chose qui est hors de votre champ d'expertise? Je suis habitué à plaider sur les mauvaises pratiques médicales. J'ai été formé comme avocat spécialisé en mauvaises pratiques médicales lorsque je travaillais à l'Institut médical en pharmacologie de l'université de Göttingen. Mais savez, nous ne pouvons pas tout faire. Donc demain, nous avons une réunion avec un grand nombre d'avocats et nous allons décider qui va faire quoi. Certains d'entre nous vont aller devant les cours administratives, d'autres vont aller travailler sur les dossiers en responsabilité civile délictuelle, ce qui est ma spécialité, et d'autres traiteront les dossiers au pénal. Cependant, les cas de mauvaises pratiques que j'ai décrits à New York et à Bergame n'ont pas eu lieu ici. Car en Allemagne, l'hydroxychloroquine n'a pas été prescrite de la même façon, massive, surdose et systématique. Les médecins ont été un peu plus prudents que dans d'autres pays. Donc, ici, en Allemagne, nous n'avons pas eu de dommages similaires, je pense. Globalement, le système de santé semble avoir fonctionné plutôt bien. C'est en train de changer, car les médecins sont mis sous pression.
Ils essaient de supprimer les hésitations quant à la vaccination. Ils essaient de pousser les médecins à ne pas informer leurs patients des dangers de ces vaccins. De plus en plus de médecins sortent de leurs réserves et nous approchent au comité Corona via notre outil de lanceur d'alerte. Donc les choses commencent à bouillir plus ou moins. Et qu'en est-il des médias? Vous recevez beaucoup d'attention des médias en Allemagne? Non, non, nous avons le même problème partout. Les mêmes personnes qui ont investi leur argent dans l'industrie pharma et tech ont aussi investi des sommes gigantesques dans les médias mainstream pour pouvoir les contrôler et pousser cette pandémie, pousser la panique dont ils avaient besoin, pour que les gens ne posent pas de questions et fassent ce qu'on leur demande. Donc, non, nous n'avons pas de couverture médiatique et quand nous en avons un peu, c'est toujours négatif. Nazis, antisémites, conspi, tout cela, et c'est probablement pareil dans le monde entier. Cependant, je viens de revenir du tribunal et j'ai pris un taxi entre la station de train et mon cabinet. Les chauffeurs de taxi sont vraiment très intelligents. On dirait qu'ils comprennent tout ce que ces scientifiques ne comprennent pas. Il m'a dit, vous savez, quand on lit quelque chose sur vous ou sur quelqu'un qui est dépeint comme un conspirationniste d'extrême droite, on réalise que c'est de la manipulation. Car si c'était vraiment le cas, il n'aurait pas besoin d'en faire tant. Il vous écouterait, vous donnerait une chance d'expliquer votre version des choses. Et comme ils ne le font pas, nous réalisons qu'il y a quelque chose qui cloche. Cela ne marche pas comme ils l'espèrent. Bien. Rainer, je dois dire que c'était un long entretien, très complet. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous débriefer vos actions, votre expertise et la connaissance que vous avez accumulée ces derniers mois. Je suis très honoré de vous avoir eu sur notre chaîne et je pense que c'est très important que nous partagions la connaissance à travers les frontières et dans le monde entier. Et en tant que médias, c'est ce que nous visons, informer et réinformer les gens. De façon factuelle, autant que possible. Je vais peut-être vous demander plus tard si je peux avoir accès à votre document sur la RT-PCR, si je peux le partager avec d'autres avocats. Je suis sûr que vous l'avez déjà fait. Je suis très heureux de pouvoir apporter de la lumière sur cela. Cela va sans dire que je suis ni un avocat ni un juge, mais je pense que c'est très important que nous partagions cette connaissance. Ainsi, les gens sont informés qu'il y a des narratifs alternatifs à ce que nous entendons partout dans les médias mainstream et les communications gouvernementales. Donc, je vous remercie pour ce que vous avez fait. Et de la part des lecteurs de François, je veux juste vous dire merci et vous souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup de m'avoir invité, je suis très honoré.